Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays de naissance. Dans ce 4e numéro, je vous invite à découvrir Elizabeth Doyle, qui en 2009 a décidé de quitter son Missouri natal pour s'installer en France, et qui après une première expérience en tant que salarié a décidé de créer sa propre entreprise. Mais avant de lui laisser la parole, je tiens à vous présenter Evolukid. Evolukid est une start-up dirigée par Morad Atik. Elle propose des ateliers d'initiation aux sciences, à la programmation et à la robotique pour les adultes, mais aussi pour les plus jeunes. Je vous en dis pas plus, je vous mets tous les liens pour retrouver l'actualité d'Evolukid dans la description de ce podcast et je vous souhaite comme toujours un très bon épisode. C'est parti, Elisabeth, bonsoir. Merci d'être sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast parce que je connais une partie de ton histoire et j'ai envie de la partager avec tout le monde. Alors, tu n'es pas ma première invitée, mais tu es la première invitée étrangère qui a une entreprise en France. Et ça, je sais que parfois, c'est hyper compliqué. Donc, tu vas nous donner ton point de vue, comme on pourrait dire, tes bons moments, tes galères. Il y a dû en avoir avec l'administration. Mais voilà, écoute, je tenais sincèrement à te remercier d'être là ce soir. Donc, je vais te donner la parole, te laisser te présenter. Qui es-tu? D'où tu viens? Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, il y a plein de questions. Je t'en prie. D'accord. Merci à toi, Alim. Du coup, après l'histoire avec le poste de Grégoire Gambetto, je voulais vraiment te rencontrer et savoir un peu plus sur toi aussi. Donc, je suis ravie de te voir. Et Merci. du coup, je suis Elisabeth, américaine d'origine et française dans l'âme. Et résidente en Italie en ce moment, du coup, aussi. Je vis un peu entre les deux pays, entre la France et l'Italie depuis un petit moment. Et je suis fondatrice de la société AVES. C'est un centre de formation en langue, bureautique, management et digital destiné aux professionnels. Dans nos locaux à Saint-Étienne, pour ceux qui sont du coin, ou à distance sur Zoom, par exemple. Donc, Ouais, voilà. vous êtes aussi online parce qu'en ce moment, oui, j'imagine Oui. que c'est un peu compliqué d'avoir des formations en présentiel. Mm-hmm. Euh, je pense qu'à terme, un jour, on retrouvera le contact humain à être plusieurs dans la même salle et à partager que derrière un écran. Oui. Ça manque Euh, un peu, mais moi, ça manque beaucoup. c'est quand même pratique de pouvoir communiquer en visioconférence. Ça permet de garder un petit lien quand même, mais c'est vrai que ça manque le contact et puis l'ambiance dans la salle de formation, par exemple. On va y revenir. Ouais, tu m'as dit que tu avais tes locaux à Saint-Étienne, donc même ça m'intéresse. C'est comment une Américaine atterrit à Saint-Étienne. J'ai tellement de questions. Du coup, la première, ça va être depuis quand tu es en France et depuis quand et comment tu as décidé depuis quand tu as décidé de t'installer en France et pourquoi? Je me pose toujours la question. Alors, je suis arrivée en France en 2009. C'était tout de suite après mes études. J'avais fait des études de langue française pour devenir professeur de français. D'accord. Et voilà, c'était l'idée à la base. Et puis, j'avais trouvé un stage en France, à Caen, en Normandie. Waouh. Donc, j'ai commencé par là. Je voulais passer un peu de temps en France pour essayer voilà, de pratiquer la langue, etc., avant de retourner aux États-Unis et devenir professeur. Et ça, du coup, c'était en 2009 et je suis restée finalement. Je ne suis jamais retournée aux États-Unis.
Donc, ouais, en 12 ans, mais ouais, c'est un peu fou. Tu viens pour un stage et tu y restes. Là, ça fait 12 ans maintenant. Et Oui. en 12 ans, il y a eu plein d'aventures, notamment ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat, cette histoire. J'imagine elle a dû être triste et perturbante au départ, mais je la trouve belle avec le temps. Quand tu arrives en France en 2009, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens salarié, tu mets un pied dans l'entrepreneuriat ou pas du tout encore? Alors, pas tout de suite. En 2009, du coup, j'étais assistante de langue dans les écoles primaires à Caen. Donc, j'étais avec les enseignantes pour les aider dans les salles de classe, etc., faire des activités avec les enfants, des petites chansons, des jeux, etc. Mais j'ai pas fait ça longtemps. Au bout de 3 mois, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi, j'arrête, désolée. Et j'ai cherché autre chose. Je voulais travailler avec des adultes plutôt. Et j'ai trouvé un poste de formatrice à Saint-Étienne. Donc voilà pourquoi Ouais, je j'ai ma suis réponse. J'ai ma réponse. arrivée ensuite à Saint-Étienne. Et des États-Unis, tu viens de quel État, de quelle ville? Alors, je te laisse deviner avec une petite référence. Tom Sawyer. Est-ce que ça Oh, te dit quelque chose? le Missouri, le Mississippi. Sorry, voilà. Ah, on a les mêmes références. Donc, tu es du pays de Ouais. Tom Sawyer. Oui, de Missouri, c'est à peu près dans le centre des États-Unis. On a des grandes villes quand même. Je viens de Saint-Louis, c'est la plus grande ville de Missouri. Mais on a quand même les fleuves, les rivières, les lacs. J'étais comme Tom Sawyer quand j'étais petite. Je jouais toujours dans l'eau et on partait à la pêche avec mes parents, etc. Et du coup, du Missouri, quelle était l'image que tu avais de la France depuis le Missouri? Parce on rencontre tous des Américaines, des Américains, mais généralement, donc, ils viennent tous soit de la côte Est, soit de la côte Ouest, donc sur des grandes villes ou des États qu'on connaît mieux. Mais c'est vrai que du Missouri, ben, tu es la première Américaine que je rencontre du Missouri. Donc, j'adore un peu savoir un peu quelle était la vision que vous avez de la France depuis le Missouri. Je dois admettre que j'avais pas vraiment une vision du monde extérieur quand j'étais plus jeune. Quand on était à l'école, on apprenait, par exemple, l'histoire des États-Unis. On était très axé sur nous. Je viens d'une famille qui n'a pas l'habitude de voyager. Je suis la première de la famille qui est partie à l'étranger. Donc, j'avais pas forcément d'idée de ce qui était la France jusqu'à ce que j'ai commencé mes premiers cours de français. J'avais 16, 17 ans, je crois. Et c'était ma professeure qui m'a vraiment donné envie de connaître un peu plus le monde, de savoir ce qui se passait ailleurs. Et puis surtout en France, ça a devenu une sorte de rêve pour moi d'aller à Paris, par exemple. J'ai pas rêvé de Saint-Étienne. Je ne connaissais pas encore, mais j'ai rêvé de Paris, par exemple. Je voulais voir la Tour Eiffel et voilà, tomber amoureuse d'un Français. Les rêves de jeune fille. Bah, justement, on va y revenir du rêve parisien et du français. Même là aussi, c'est, c'est une partie de ton histoire qui est assez marrante et qui est assez originale, en fait. Donc, du coup, ouais, donc, tu as atterri donc à Caen, puis après à Saint-Étienne. Donc, ouais, tu t'es rendu compte que 3 mois avec les enfants, c'était assez pour te faire une idée. Donc, tu arrives en tant que formatrice à Saint-Étienne. Exact. Et ça dure combien de temps tu es salarié pendant combien de temps? J'ai été salariée pendant un peu plus
de 2 ans, je crois. Ça a duré 2 ans à peu près, de 2010 jusqu'à fin 2012. Oui, 2 ans. Et ça se passait comment? Quoi, tu formais sur quelle matière? Sur l'anglais ou sur d'autres matières? Sur l'anglais, exactement. Et c'était dans les entreprises. Je me déplaçais sur site et on faisait des formations d'anglais, mais vraiment spécifiques au métier des gens. Par exemple, j'étais parfois dans des usines de métallurgie ou plasturgie ou des entreprises de transport où il y avait vraiment de tout. Ok. Ah non, et du coup, ouais, non, non, mais et c'est comme ça que tu as découvert ce qu'allait devenir ton entreprise, ou ou ça a été par hasard. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à fonder Aves Formation? Ça s'est passé comment? Bah, déjà, dans un premier temps, je suis tombée amoureuse de cette activité que quand j'étais professeure dans les écoles, on faisait chaque année la même chose. On avait le même livre, on avait les mêmes programmes. Oui, on peut être créatif un peu, mais ça reste assez répétitif. Donc, ce que j'aimais dans la formation professionnelle, c'était la personnalisation. C'était différent à chaque fois et on était vraiment en contact avec des gens différents et j'apprenais moi aussi en même temps et c'était super. Et du coup, ça, dans un premier temps, c'est pour ça que je voulais me lancer dans la formation. Et puis, alors, l'histoire, je t'en avais parlé rapidement la dernière fois. Voilà, j'ai un bout de l'histoire, mais volontairement, j'ai pas voulu te poser plus de questions là-dessus. C'est pour avoir aussi la Mm. surprise de découvrir la fin, comment dire, la suite et la fin de cette Mm. histoire qui est juste folle. Donc, la fin de l'histoire a été un peu difficile. L'entreprise où j'étais salariée a déposé le bilan. Ça, déjà, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je juge pas cette partie de l'histoire. Mais la façon dont la gérant a géré la situation a été un peu compliquée. Donc, la personne s'est enfermée un peu dans son bureau et nous, salariés, on était là face au public, disant je suis désolée, on ne ferme, on ne peut pas vous rembourser, on ne peut pas vous aider, je suis désolée. Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'était très difficile. Et puis, J'imagine. oui. Et puis, après la fermeture, disons, j'ai appris que je n'avais jamais été déclarée. Que du coup, les charges salariales, patronales, etc., n'ont jamais été payées. D'accord. J'avais... Et tu as travaillé combien de temps? C'est la même entreprise pour laquelle tu travailles à Saint-Étienne? Oui, exactement. Donc, en Donc, fait, j'avais et c'est là où tu travaillé. te rends compte que tu as plus de 2 ans d'activité en tant que salarié dans une entreprise qui t'a jamais déclaré. Oui, voilà. J'avais, Mon Dieu. pour l'État, j'avais zéro année de, De cotisation. de Donc, ouais. cotisation. Donc, Et ça se termine comment? alors, ça, on était au mois de novembre 2012. Donc, D'accord. on est au mois de novembre. J'ai appris ça. Je n'ai plus de travail, je n'ai pas le droit au chômage, je n'ai rien, je suis dans un pays étranger, je panique. Et puis, je me suis dit, OK, c'est la fin de l'année, je vais partir aux États-Unis, profiter des vacances de Noël, je vais réfléchir et je vais décider après. Je vais me ressourcer d'abord. Donc, après ça, j'ai décidé que je voulais me lancer, que je ne voulais pas travailler encore une fois pour une personne comme ça.
que j'aimais ce que je faisais, qu'on avait des clients qui aimaient aussi ce qu'on faisait et que je pouvais peut-être essayer de continuer l'aventure avec eux. Donc, 3 mois plus tard, donc là on est au mois de mars 2013, je me lance et je commence mon activité. D'accord, donc tu lances ton activité en récupérant les clients déçus de l'entreprise pour laquelle tu travaillais. Oui, et ça n'a pas été facile non plus. J'imagine. J'imagine, parce que oui, non, bah après, oui, il n'y a plus il y a plus de lien de confiance. Ah, exactement. Donc, ce n'était pas facile de les convaincre au départ. J'ai essayé de leur expliquer ce qui est arrivé à moi aussi. Je leur disais, je comprends tout à fait vos peurs, votre méfiance. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je l'ai vécu avec vous et on va essayer, par exemple, j'ai proposé au début de faire des paiements mensuels, par exemple, pour ceux qui avaient payé une année d'abonnement D'accord. et qu'ils avaient tout perdu. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions pour ces personnes-là, par exemple. Et quand tu démarres en 2013, tu démarres toute seule, tu démarres avec des associés, des collaborateurs, ça se passe comment? J'étais avec des associés. Je vais essayer d'expliquer. Ça rentre aussi dans ma vie privée. C'était mon ex-copain D'accord. qui voulait m'aider, qui voulait m'accompagner un peu dans cette histoire. En fait, on avait décidé de créer une SARL. Ouais, c'est ça, une SARL, ouais, c'est. Et que au début, je n'étais pas majoritaire. J'étais salariée de l'entreprise pour que justement, pour que je sois, par exemple, protégée, que j'aurais droit au chômage, etc. En cas de si jamais ça ne fonctionnait pas. D'accord. Donc lui, il était gérant sur le papier, mais pas vraiment là. Donc, ouais, Il avait déjà son activité à lui à côté. d'accord. Donc, administrativement, c'était lui le patron, Exactement. mais sur le terrain, c'était toi la CEO. D'accord. Oui. Donc, ça m'a permis de me lancer sans trop me prendre la tête, sans être stressée ou me dire si jamais ça ne fonctionne pas, comment ça va se passer, etc. Ça m'a permis de me sentir un peu soutenue de cette façon-là. D'accord. Et Et ça dure combien de temps, ce montage? C'est-à-dire que lui est gérant, mais c'est toi la véritable gérante. Ça dure combien de temps et ça se ça a passe comment, ça duré aussi? quelques années et après, j'ai racheté ses parts. D'accord. Et bon, ça, c'était aussi la fin de notre histoire. Nous, en tant que couple, mais bon, Mais ça bon, arrive parfois. ah non, mais ça arrive parfois, mais si ça se fait que tout le monde est content à la fin, je vais te dire tant mieux, hein. Voilà, ça a été, je pense que ça a été moins violent Oui, certainement. que la première aventure dans l'entreprise à Ah, Saint-Étienne. c'est sûr. Et puis, en fait, ça dépend des personnes. Je pense que c'est bien d'avoir un associé, mais que parfois, quand il s'agit d'un couple dans la vie, comment dire, Dans la vie privée, dans la vie privée aussi, être associé dans la vie privée, dans la vie entrepreneuriale, j'imagine que ça peut être compliqué. ça peut être compliqué, mais au moins, on a pu gérer les choses intelligemment et c'est quelque chose qui s'est fait Naturellement, il n'y a pas eu de, il y a pas, facilement. il y a pas eu, non, il y a pas eu de conflit, tant mieux. Non, non, tant mieux, il vaut mieux que ce soit comme ça. Et du coup, quand tu rachètes ses parts, donc là, tu te retrouves à la tête de l'entreprise. L'entreprise s'appelle déjà Aves Formation. Oui. D'accord. Et ça vient d'où, Aves Formation? Ah non, mais
En fait, le nom des entreprises m'intrigue toujours. Alors là, Viande. Aves, c'était pas facile de trouver un nom déjà. Et j'ai galéré un peu à trouver des idées. Et Aves, du coup, ça signifie oiseau en latin. D'accord, Donc d'où le j'aimais logo. voilà, du logo. Et j'aimais ce symbole de voyage, de liberté, je sais pas, dépassement de soi. D'accord, ouais, non, je comprends mieux. Parce que non, mais je voulais absolument te poser la question sur pourquoi Aves et pourquoi le logo. Donc, écoute, j'ai la réponse à mes deux questions. Et du coup, tu diriges Aves seul pendant combien de temps? Ça pendant quelques années aussi. Donc, ça dure quelques années. Ça dure quelques années, mais j'avais toujours l'idée en tête de trouver un associé, mais je dirais un vrai associé qui voulait vraiment partager ce Quelqu'un qui projet s'implique. avec moi. Oui. D'accord, quelqu'un qui s'implique. Et j'ai D'accord. enfin trouvé. Ah. Et du coup, Il aujourd'hui, y ça a se quelques passe. mois. Quelques mois. Bon, bah, félicitations. Et là, maintenant, ça se passe comment avec lui? C'est quelqu'un qui fait comment dire, qui est que sur l'aspect stratégique, c'est quelqu'un qui fait de l'opérationnel. Alors, Anthony, il serait d'accord avec moi, c'est un geek. Donc, il est très fort en informatique, création de sites Internet, applications mobiles. Il est intéressé par le growth hacking Le growth hacking, ouais. et tout ça. Il faut qu'il discute avec Gambato alors. Oui, exactement. D'accord. Donc, Et du coup, il là nous a maintenant, donc, refait le site Internet déjà et on a d'autres projets en cours pour créer des formations, mais des formations à distance avec vidéo ou des exercices en ligne, etc. ça, donc, du coup, ça, c'est le prochain projet d'Aves Formation. Exactly. Aujourd'hui, comment vous avez donc, toi et Anthony, gérer la crise, les différents confinements, les couvre-feux, les interdictions de se déplacer. Vous avez une prédécision de fermer vos locaux à Saint-Étienne dès le premier confinement, ou ça s'est fait progressivement et sinon, est-ce que vos locaux sont toujours ouverts à Saint-Étienne? Alors, pour le premier confinement, j'étais en Italie, en Lombardie, la région qui a été touchée La plus touchée en, d'Italie. en premier. Et ça, c'était au mois de février, du coup. Et tout le monde regardait. Tous mes amis, mes collègues en France me demandaient, mais est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Mais personne pensait que ça allait arriver en France. Et je leur disais, mais faites attention, ça va être pareil. On est en confinement ici. Je pense que ça va se passer là-bas d'ici La même quelques chose. semaines. Et du coup, on a pris la décision de fermer avant que le gouvernement prenne la décision de De fermer. fermer. Et on a essayé du coup d'accompagner nos stagiaires avant, en leur montrant Zoom, par exemple. Tout le monde a téléchargé les applications. On a essayé de leur expliquer parce que, bon, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique et on a des clients qui sont plus ou moins jeunes, certains qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux, etc. Donc, on a commencé à se préparer un peu euh, avant le confinement. Et ça s'est bien passé, si je peux dire ça. Bon, peut-être pas bien, mais bon, ça s'est Non, mais passé sans le, trop de le, difficultés. le principal, c'est que Aves est une entreprise qui fonctionne toujours. Il n'y a pas eu de. Mhm. Vous, tu as combien de salariés? 5.
Voilà, ils sont tous là, il n'y a pas eu de licenciement, pas de départ, donc non, tant mieux. Non, non. Au vu de l'année qu'on vient de passer, c'est une excellente année de pouvoir garder ses collaborateurs, ses salariés. Donc, Oui. Oui, toujours, on n'a pas arrêté une minute et on a vraiment beaucoup travaillé même. Euh, tant mieux. Comme quoi, tu mm. sais, des fois, être geek, ça a du bon. Oui. Être Et geek, puis, ça a du bon. Donc, et comme je disais, ça permet d'échanger avec les gens quand même. On était tous fermés chez nous. Comme ça, dans les formations, on pouvait quand même voir du monde en visio, discuter, échanger, et changer d'idées un peu. à changer l'état d'esprit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, donc tu m'as dit, il y a d'autres projets qui arrivent. Aujourd'hui, concrètement, ça se passe comment pour toi entreprendre en France? C'est une aventure que tu recommandes? C'est quelque chose qui pourrait faire peur à ton entourage? Ouais. J'ai j'ai une question comme ça qui me vient, c'est quelle a été la réaction de ton entourage quand tu leur as dit que tu allais créer une entreprise en France? Ils étaient surpris, mais personne n'a rien dit contre. Personne n'a dit, mais tu es folle, pourquoi tu fais ça, tu ne devrais pas, c'est trop compliqué, etc. Personne n'était contre, mais je dirais que personne n'a vraiment fait le cheerleader non plus. Allez, vas-y, tu peux le faire. Mais je pense que c'est une question de mentalité. Après, il y a une mentalité en France, on a une mentalité qui est différente de la mentalité américaine. C'est aux États-Unis, en fait, l'état d'esprit, c'est les gens. Alors, tu me corriges si je me trompe, hein, mais il n'y a pas de. C'est un pays où les gens veulent à tout prix entreprendre. Voilà, c'est qu'en fait, c'est la prise de risque dans la création d'entreprise aux États-Unis est beaucoup plus imprégnée dans la culture qu'en France. En France, quand tu montes une entreprise, tu as toujours quelqu'un qui va te dire oui, mais fais gaffe, il y a déjà un concurrent, tu vas te casser la figure, tu vas perdre ton temps, tu vas peut-être pas gagner autant d'argent que ce que tu gagnes en tant que salarié. Oui. Et voilà, donc en fait, comment dire, et là j'en profite parce qu'à chaque fois on compare l'état d'esprit de l'entrepreneur français à l'état d'esprit de l'entrepreneur américain. Tu me dis, voilà, toi, personne ne t'a dit de ne pas le faire. Personne ne t'a découragé. Personne m'a découragé. Non. Est-ce que ça te choque? Ah non, bah pas du tout, parce que moi, moi ça fait 11 ans que je suis à mon compte, que je suis entrepreneur. Et je me compare toujours, en fait, en tant qu'entrepreneur français, aux autres entrepreneurs. J'ai eu la chance, depuis 2013, d'entreprendre dans différents pays. Mhm. Et quand je parle avec des anglo-saxons, des Américains, ou même pour aller jusqu'aux États-Unis, des Américains, il y a toujours cette motivation. Si tu dis à un Américain que tu vas monter ta boîte, il va te dire, OK, vas-y. Et Oui. il va pas te dire, oui, alors ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais gaffe, il y a Mm. des impôts, fais gaffe, il y a de l'administratif, fais gaffe. Donc non, non, ça me choque pas, ça me réconforte dans mon idée que c'est imprégné. Voilà, c'est Mm. imprégné. Et puis après, bah, l'échec, j'ai envie de dire, on passe tous par là, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. Oui. Donc non, non, moi ça me choque pas, ça me réconforte. Et du coup, ouais, comment tu vois les entrepreneurs français? Voilà. Les entrepreneurs français, c'est vrai, tu as parlé d'impôts et je viens juste de voir un post sur LinkedIn. Quelqu'un a publié une sorte, euh, comment on dit, comic, Une une BD. image, une BD, Une quelque BD. chose, une image. euh, Entrepreneurs, enfants libres, la liberté, etc. Et puis tu vois leur SAF, impôts, TVA, etc. Il dit, mais est-ce que vous êtes vraiment libre? C'est juste l'illusion. Euh, mais moi, je ne me focalise pas sur tout ça. Oui, ça fait partie, avoir une entreprise, ça implique de payer des impôts, etc. Mais tout comme être salarié, c'est
Je- On est d'accord, c'est qu'en tant que salarié, on les paye, c'est le patron qui paye ou on les paye nous. Oui. Là aujourd'hui en France, t'as la retenue à la source, comme Oui. ça existe dans énormément de pays. Mhm. C'est pas Donc, se choquant. focaliser sur les points négatifs comme ça. Moi, je pars du principe, et je pense qu'à peu près tout entrepreneur a un jour eu a un jour eu cette pensée, c'est à partir du moment où tu payes des impôts, c'est que tu gagnes Mm. assez pour en payer. Mhm. Donc pour moi, c'est logique. Y a pas Oui. de, je vais pas me focaliser sur le montant des impôts que je paye. C'est si je Mhm. paye tant, c'est que je gagne autant. Donc Voilà. C'est ce qu'il disait toujours, mon ex-associé, disait que bah, payer la TVA, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as beaucoup vendu. ben voilà. Mm. C'est pas, non là, moi ça me choque pas, loin de là. Ça me choque pas du tout. Mm. Mais bon, on pourra en parler pendant des heures. Je pense qu'il faudrait faire un podcast entier sur qu'est-ce que les entrepreneurs pensent de l'URSSAF, du RSI, Oui. des impôts et autres. Et Mais bon, ils sont peut-être un peu plus négatifs ou râleurs, les Français, par rapport aux Américains. oui, bah, ça je te le confirme. Je te le confirme. Pour en connaître beaucoup, je te le confirme. Euh, Mm. Aujourd'hui, comment dire, aujourd'hui, on enregistre, on est fin janvier. Il y a eu toute une année très compliquée. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de fermer ton entreprise et de rentrer aux États-Unis? Jamais. Euh, non. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme une fois qu'on se lance, on, on a du mal à imaginer le jour où on pourrait tout arrêter. Et rentrer aux États-Unis, j'ai jamais eu cette envie depuis 12 ans maintenant. D'accord, donc ouais, pour toi, ta vie est en France, l'entreprise est en France, donc Mm. Oui. d'accord, non, parce que c'est une question que je pose aux entrepreneurs français installés à l'étranger. Je leur dis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez cette envie, vous avez eu cette envie de rentrer en France et jusqu'à maintenant, j'ai exactement la même réponse. C'est tout le monde me dit non, non, je suis installé à l'étranger, je suis bien là où je suis. Mhm. Donc Rentrer voilà. pour les vacances, c'est bien. Bon, on l'a tous Euh, fait. C'est génial rentrer pour mais, les euh, vacances. Et du mais coup, avec là, toi, pas forcément. ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré aux États-Unis, du coup? Alors là, c'est un peu plus difficile. Ça fait 2 ans maintenant. J'aurais bien aimé rentrer l'année dernière ou même là en ce moment, mais avec le Covid, c'est pas possible. Et du coup, oui, ça fait longtemps maintenant, 2 ans. Ça fait 2 ans. Hmm. Ouais. Et entre-temps, mon fils est né et C'est c'est une excellente nouvelle. j'aimerais pouvoir le présenter à toute la famille. Et ils l'ont pas encore vu. En visio. En Zoom. Ah oui. Non, mais toi, Avant, on disait non, c'est pas bien, les bébés, il faut pas qu'ils soient devant l'écran, etc. On va attendre longtemps. Et puis, Covid, OK, mets-le devant là, l'ordinateur, devant le téléphone. On va appeler tout le monde. on est d'accord, maintenant, c'est tant qu'il y a une caméra, ça passe. D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu partageais ton temps entre la France et l'Italie. Donc, c'est pour des raisons qui sont personnelles parce que ton conjoint est en Italie. Oui. Comment tu répartis ton temps entre la France et l'Italie? C'est moitié du temps en France, moitié du temps en Italie ou c'est Avant, oui. Avant, j'étais, je dirais plutôt 50-50 entre les deux pays. Mais depuis que notre fils est né, je passe plus de temps en Italie. Je suis en Italie presque tout le temps et je vais en France une fois par mois, en général, quelques jours, une semaine par mois, ou même moins en ce moment avec les complications pour les voyages. J'y vais tous les 2 ou 3 mois.
D'accord, donc comment dire, t'as aucun souci pour gérer Aves depuis l'Italie. Donc aujourd'hui, Aves, c'est une entreprise qui tourne et t'as pas besoin d'être là en présentiel tout le temps pour gérer ton équipe. Et Non. eux, comment ils le vivent que tu sois pas là? Je pense qu'au début, c'était difficile parce que je suis partie en congé maternité et j'ai dit OK, ciao tout le monde. Et t'es plus Je, jamais revenu. je pars en Italie. Adieu. Ah, t'as vu, regarde, Et t'es venu en France en 2009 pour quelques jours, t'es jamais retourné aux États-Unis, t'es oui. en congé maternité en Italie, t'es plus revenu. Mhm. Donc, je pense qu'au début, ils se sentaient peut-être abandonnés. Mais en fait, cette situation avec le Covid, tout le monde est en télétravail, toute Mhm. l'équipe. Et, et en fait, on a trouvé notre rythme, notre façon de travailler, d'échanger, d'organiser ensemble. Et, et du coup, ça se passe très bien. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être sur place physiquement pour gérer les choses. Et c'est une certaine liberté aussi. Je me suis dit que plus tard, je pourrais voyager ou aller où je veux et travailler de n'importe où, en fait. C'est aussi une bonne chose. D'accord. Au- Aujourd'hui, comment te dire? Aujourd'hui, tu as d'autres projets à côté de Aves. Tu as dit donc il y avait les formations qui allaient être développées, des formations plus interactives. Mais est-ce que tu as d'autres projets à côté? À côté d'Aves, À tu veux côté dire? d'Aves, ouais. Est-ce que tu as investi dans un autre projet professionnel? Tu comptes avoir une autre entreprise, créer quelque chose d'autre? Je pense, oui. Pas encore. J'y pense, j'y réfléchis, je cherche des idées parce que j'aimerais, disons, ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Je pense que c'est aussi un... Peut-être qu'une fois qu'on devient entrepreneur, on a toujours envie de se challenger à nouveau, de trouver autre chose à faire. Et Je te contrerai. Je ne vais pas te. T'as vu, c'est maintenant c'est moi qui trouve pas mes mots. Je ne te contredirai pas là-dessus. J'ai réussi. d'accord. Non, mais je pense on a besoin de challenge. Donc, Mhm. et tu as une idée ou c'est simplement une envie ou tu as une idée de. J'ai quelques idées. J'ai quelques idées. Je t'en Je- parlerai pas Avec plaisir. pour l'instant, plus Écoute, tard. tu peux, tu peux, tu peux, tu peux revenir sur le podcast quand tu veux. Quand tu veux. Et peut-être qu'on rencontrera l'histoire d'une Américaine qui a quitté Saint-Étienne pour s'installer en Italie. Donc, Voilà. et du coup, voilà. Voilà. Mhm. Comment dire, en blaguant là-dessus, euh, j'ai envie de te poser la question. Et entreprendre en Italie, créer une entreprise en Italie, pourquoi pas Aves Formation en Italie? Alors, au départ, il y a quelques années, je voulais vraiment grandir de cette façon-là. On avait notre site à Saint-Étienne et je me suis dit, mais Saint-Étienne, c'est bien, hein, s'il y a des Stéphanois qui écoutent, c'est bien Saint-Étienne. J'adore. Mais je me suis dit, c'est quand même on est limité géographiquement. Peut-être que on va ouvrir un site à Lyon ou peut-être que j'ai envie de partir dans le sud et on va ouvrir à Marseille ou etc., etc. Donc, je voulais grandir de cette façon-là, physiquement, disons. Et là, je me suis rendu compte qu'avec les formations en ligne, comment dire, on peut grandir différemment, autrement, sans devoir investir dans les locaux,
le matériel, les voitures, qu'on avait les déplacements, etc. Mais qu'on peut quand même travailler avec des gens en Italie, par exemple. Peut-être que plus tard, on pourra faire des formations en Italie, mais sans avoir des locaux physiques, par exemple. Aujourd'hui, ta clientèle, elle est où? Principalement en France ou en Europe ou à l'international? Principalement en France ou dans les dom-toms. Non, mais Dom-Tom, ouais. France Mhm. Dom-Tom, d'accord. Vous avez des clients. Euh, Vous avez des clients en Suisse, en Belgique, non, pas encore. Donc ça, ce serait une idée, un projet d'essayer de développer à l'international, par exemple en Europe, les pays francophones, comme tu dis, ou peut-être en Italie, en Allemagne. Je, je ne sais pas, j'en sais rien. c'est une idée. Non, mais voilà, non, mais c'est une idée. Si je te posais toutes ces questions, c'est comme je me répète, c'est l'année 2020 a été tellement bizarre pour tout le monde que le développement de certaines boîtes a été arrêté très tôt, a été stoppé. Mhm. D'autres, au contraire, plus orienté digital, c'est l'année où les boîtes ont explosé en termes de chiffres et d'évolution. Donc c'est pour ça, je pense que 2020 nous a permis de prendre des décisions qu'on n'aurait jamais on n'aurait jamais pris avant. Mhm. C'est sûr. Voilà, c'est pas possible. Moi, j'ai vu que je connais des gens qui ont quitté leur boulot pour se lancer en tant qu'indépendants parce qu'ils se sont dit, ben, en gros, entre guillemets, c'est foutu pour foutu, on verra ce que ça va donner. Mhm. Et on lance plein de projets, il y en a bien un qui va fonctionner. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai vu aussi en 2020. Mais voilà, mais après, ouais, donc, on va dire, de ce que je vois, Aves a l'air structuré et bien en place, et vous avez un modèle un modèle de scalabilité qui peut être dupliqué ailleurs, mais vous le faites à votre rythme. Non, non, mais tant Mhm. mieux. Mhm. Mais sur ce que tu disais, j'avais lu des articles qui disaient qu'il y a eu un boom d'entrepreneuriat cette année en France. En Que, 2020, c'est effectivement. impressionnant. Les chiffres sont impressionnants. C'est dans certains coins, on a explosé en nombre de créations d'entreprises. Voilà, on voit toutes les CCI qui lancent des formations pour aider les formateurs pour aider les entrepreneurs, par contre, à se développer, à lancer d'autres activités, de nouvelles activités pour certains, et notamment ceux qui ont perdu leur activité dans le physique, de Oui. créer des activités dans le digital. Mhm. Donc, Parce que oui, pour des activités en physique. Oui, parfois je me sens un peu coupable de dire, OK, oui, ça marche bien, on fait des formations en ligne, etc. Mais à côté, pour les restaurateurs ou ceux qui sont dans le sport ou les choses comme ça, bon, c'est pas la même histoire. non, mais voilà, non, c'est pas la même histoire, mais ça a prouvé déjà, ça a prouvé que les secteurs les plus solides, finalement, ce sont pas ceux qui ont le mieux résisté. Mhm. Et c'est des secteurs on a des secteurs un peu ad hoc, un peu sur le côté. Tout le monde disait, ouais, mais le digital, c'est quoi? Ça intéresse qui? Bon, on s'est rendu Mhm. compte qu'en 2020, une partie de l'économie a tourné uniquement grâce au digital. Mhm. Si les écoles n'avaient pas la possibilité de Ah former en oui. ligne, Mhm. on aurait pris un retard Mhm. bien plus important qui est le retard Mhm. qu'on subit aujourd'hui. Oui. Donc non, 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 là-dessus, je suis Mhm. d'accord avec toi. Ça a marché dans le digital, ça a marché, il faut le reconnaître. Euh, pour les autres, c'est vrai que c'est dommage, mais des fois, tu sais quoi, des fois, je me laisse à dire que ouais, c'est peut-être grâce à nous que l'économie repartira et peut-être même plus vite. Mhm. Mhm. Voilà. Et il y en a qui en ont profité, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir coupable. Il y en a qui en ont profité pour se former. Oui. Donc, Mhm. il faut remercier les boîtes il faut remercier les entreprises comme Aves. Non, mais vraiment, s'il y en a qui en ont profité, parce que quand sur un an, tu es confiné pendant 5 mois, Oui. comme je dis, le premier mois, tu apprends à faire des cookies et du pain. Au bout du deuxième On a mois, fait bon, des bah, pizzas, des...
Ah, mais on a tous cuisiné. On a tous cuisiné pendant les confinements. Il n'y avait plus de farine dans les supermarchés en Italie. On ne pouvait pas acheter de la farine ou de la levure chimique. Il n'y en avait plus. Voilà. Ah, non, on est tous, voilà. Ah, même là, c'est le cliché en France. On a fait du pain en Italie. On a fait des pizzas. Aux États-Unis, je suis persuadé, ils ont dû faire des cookies ou des muffins. Oui, oui. Mais voilà, ça dure un mois. Mais voilà, non, c'est ça, cette année a aussi permis aux entreprises comme les tiennes ou comme la nôtre de pouvoir accompagner les gens et les aider dans leur développement. Donc, tant mieux. Oui. Non, tant mieux. Est-ce que tu as un mot pour, t'as un mot pour finir, pour conclure Ou est-ce qu'on te retrouve bientôt pour un prochain numéro où on racontera l'histoire d'Elisabeth installée en Lombardie? Peut-être, une fois que je me lance en Italie, je te dirai. Je vais parler plutôt de la langue, que parfois les Français peuvent avoir peur de partir à l'étranger ou de se lancer dans un pays étranger parce qu'ils ont peur de parler une langue étrangère. Je vois cette peur tous les jours dans mon travail. J'essaie de les accompagner, de les rassurer, etc. Et en fait, je sais que j'ai fait plein de fautes. J'ai un accent très fort que je n'arriverai jamais à perdre. Mais ça n'empêche pas d'y aller, d'aller se lancer, d'essayer. On arrive à communiquer, à comprendre quand même. Donc, il faut pas avoir peur. On finit toujours par se comprendre. Et comme je vais dire, c'est l'accent qu'on a. Il paraît c'est ce qui fait notre charme quand on parle une langue étrangère. Apparemment. Donc on va dire qu'on est d'accord avec ça. Et puis, c'est quoi? Gardons nos accents. Gardons nos accents. Pour te retrouver, c'est très simple. Donc, il y a le site d'Aves, il y a ton compte LinkedIn où tu es très active dessus. Ce que je vais faire, j'ai récupéré tous les liens pour retrouver ton actu et l'actu d'Aves. Je vais mettre ça dans la description de cet épisode. Je tenais encore à te remercier pour le temps, ta disponibilité. Je te dis sûrement à très vite. On va se recroiser sur LinkedIn au détour d'un post ou sûrement au détour d'un post, d'un commentaire ou d'un énième coup de com'. Je vais te poser juste une dernière question et puis après, promis, j'arrête avec mes questions. Oui, t'inquiète pas. La différence, c'est parce qu'on parlait communication, est-ce que tu as constaté une différence entre la communication aux États-Unis et la communication en France? Comment une différence entre la manière de communiquer des entreprises sur l'aspect marketing? Alors, sur l'aspect marketing, je ne sais pas. Je dirais plutôt de façon générale, de communiquer que les Américains vont droit au but. Que si on a quelque chose à vous dire, on va le dire. On va le dire clairement, simplement. On aime bien les choses simples. Ou en France, on a plus tendance à... Est-ce qu'on dit tourner autour du pot? Tourner autour du pot, c'est ça. C'est comme ça. Ou on ne dit pas, mais il faut le comprendre quand même, ou quelque chose comme ça. Il faut en France, on suggère, aux États-Unis, on est un peu plus direct. Voilà. Et donc, aussi bien sur la communication en général que sur la communication en ligne, par exemple, sur les publicités, c'est beaucoup plus frontal aux États-Unis, un peu plus doux en France, ou là aussi, où il n'y a pas de comparaison à faire? Je n'ai pas vraiment remarqué beaucoup de différences. Est-ce que toi, tu as moi, quelque chose qui t'a interpellé? Non. Par exemple, je vois. Après, on va prendre l'exemple type. C'est la publicité du Super Bowl. La publicité du Super Bowl, c'est le tournage d'un film. Ah oui. C'est un film. C'est un film. Comment dire? Il y a 3 mois de réunion de travail, 6 mois de tournage. Oui, on est toujours dans les extrêmes. On aime bien faire un bon show. Mais au moins, le message est clair.
Oui. Le message est clair. Écoute, merci encore une fois, Elisabeth. Merci à toi. Je te dis à très vite. Et écoute, si un jour l'envie de revenir sur le podcast te dit, n'hésite pas. Je, Merci. je te remercie et je te dis à très Merci. vite. À Merci. bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute.